Soyez les bienvenus dans cette première compile d'un œil sur l'horreur. Dans cette vidéo, vous allez retrouver 2 chroniques intégrales. 2 chroniques consacrées aux loups-garous, dont une est un voyage dans les années 80. Je vous parle du film Viking Wolf. Viking Wolf est une histoire norvégienne de loups-garous. Tout comme un autre film présent sur la plateforme Netflix, Viking Wolf fait la part belle aux contes et légendes d'Europe. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, vous trouverez le lien vers la chronique Un œil sur l'horreur qui traitait de cet autre film norvégien en question. Au cours d'une soirée improvisée sur une plage, une adolescente va être blessée par un loup-garou et donc être contaminée. À l'instar de Teen Wolf, avec Michael J. Fox, la jeune fille va donc subir une métamorphose. À part que dans Viking Wolf, cette métamorphose de l'adolescente n'est pas traitée sur le ton de l'humour. Viking Wolf est truffé de références aux autres films de loup-garou. À l'instar du loup-garou de Londres, la jeune fille va voir revenir dans des cauchemars une amie décédée suite à l'attaque de la bête. Tout comme l'autre film norvégien diffusé sur Netflix dont je vous parlais au début de cette vidéo, Viking Wolf s'ouvre sur un passé lointain. De ce point de vue-là, le film m'a fait penser au film d'horreur préféré de Martin Scorsese. J'avais d'ailleurs réalisé un short présentant la jaquette DVD de ce film. Alors ce classique de l'horreur, un film européen également, ne parle pas des loups-garous, mais des vampires. La scène d'ouverture de Viking Wolf m'a donc fait penser à ce film de Mario Bava. D'ailleurs, pendant qu'on est dans les références de films d'horreur non lycanthropes, va-t-on dire, le fait qu'il y ait un rassemblement d'adolescents sans demander l'avis des adultes m'a fait penser aux Dents de la Mer numéro 2. Voilà, les jeunes se réunissent pour boire secrètement de l'alcool dans une crique et un animal sauvage va s'en prendre à eux. Après la scène d'ouverture qui se déroule dans un passé lointain, on arrive immédiatement à notre époque et il nous est montré un barrage, donc la nature est domptée. De même, au début du film, on arrive dans un foyer où un chien est confortablement assis. Et ça contraste énormément avec la malédiction du loup-garou, tout droit venu d'une époque moyenâgeuse et obscure. Donc voilà, on se retrouve engoncé dans le confort, la technologie, et les contes et légendes vont venir nous rattraper. Alors, au milieu de paysages sauvages et magnifiques de Norvège, une équipe va se constituer, et d'ailleurs je vous parlais des Dents de la Mer numéro 2 tout à l'heure, cette équipe fait penser à l'équipe qui se constitue, peu dans un esprit similaire, aux Dents de la Mer numéro 1. Une équipe comme ça qui va mêler représentants de l'ordre et scientifiques. Alors ce qui m'a plu dans le film, c'est qu'il y a énormément de références, mais le film a son identité propre. L'action arrive relativement vite, l'horreur débarque rapidement aussi, la créature nous est présentée rapidement également, et l'enjeu principal du film va être de briser une sorte de chaîne de contamination dans cette petite ville norvégienne, le but des personnages principaux étant d'éviter une épidémie de transformation. Un point très important, le film se passe dans une petite ville, et pour en revenir au loup-garou de Londres, la malédiction va peser à partir d'un moment dans le film sur Oslo. Donc la petite ville de Nibå se retrouve face à la malédiction du loup-garou, et de bonnes âmes vont essayer de la contenir. Il y a aussi des références à la culture européenne, notamment à la peinture. Dans le voyage métaphysique que va subir la jeune victime du loup, il y a cette vision qui ressemble beaucoup au tableau d'Ophélie, qui est un tableau inspiré de la pièce de Shakespeare, Hamlet. Alors, je vais m'arrêter un instant sur le personnage de la jeune fille en voie de transformation. Vous vous doutez bien qu'on verra sa transformation, mais au passage, le film nous parle aussi de la transformation que l'on subit à l'adolescence. Je trouve le rythme du film réussi, le film dure 1h40. J'ai trouvé dans son traitement général que c'était une durée raisonnable, et qui plus est, les scènes horrifiques parsèment bien le récit. Je vais vous parler de loup-garou à travers 3 films emblématiques de la première partie des années 80. Alors bien sûr, en 1980, cela fait un moment que Hollywood exploite le filon loup-garou. Ceci étant dit, en ce début de décennie, Joe Dante nous offre The Howling. Hurlement est une adaptation d'un livre de Gary Brandner. Et c'est le très talentueux Rick Baker qui va s'occuper des effets spéciaux du film. Mais très rapidement, Rick Baker quitte le projet pour se consacrer à un autre film de loup-garou dont je vais vous parler dans un instant. Il confie les rênes de The Howling à son disciple Rob Bottin qui va s'en tirer de main de maître. À l'affiche, on retrouve Dee Wallace qui va avoir une belle carrière dans les films fantastiques de science-fiction et d'horreur.
Elle est notamment la maman dans E.T. Et j'aime ce film Théoline qui nous parle de l'instinct primaire, de l'instinct sauvage. Je vous parlais de Rick Baker aux effets spéciaux, bien figurez-vous que Rick Baker va récidiver dans le film de John Landis, An American Werewolf in London, Le loup-garou de Londres. Donc en 1981, après Hurlement, le grand public va encore avoir affaire à des loups-garous. Donc le loup-garou de Londres, écrit et réalisé par John Landis, qui s'occupera par la suite du clip Thriller de Michael Jackson. J'en arrive maintenant au troisième film de loup-garou dont je voulais vous parler concernant cette première partie des années 80, Silver Bullet, ou Peur bleue en français. Alors c'est d'après un roman de Stephen King, et comme dans beaucoup d'histoires de Stephen King, nous sommes en pleine ruralité. Et dans ce film, on retrouve le côté nature, le côté sauvage qu'il y avait déjà dans Hurlement. Donc le réalisateur de ce film de loup-garou, qui s'appelle Daniel Attias, dirige Gary Busey, un acteur qui me fait immédiatement penser au mythique Point Break, film dans lequel il partageait l'affiche avec Patrick Swayze et Keanu Reeves, et les effets spéciaux ont été confiés à Carlo Rambaldi, qui est le papa d'Alien et de E.T. Stephen King's Silver Bullet. Ces trois films, je les ai découverts vers l'âge de 13-14 ans sur VHS. Et ce qu'on attendait quand on regardait ce genre de film, c'était les moments de métamorphose. Voilà, le loup-garou, c'est la bête qui est cachée en chaque être humain. C'est un peu le monstre qu'il peut y avoir en chacun. Et la psychologie des personnages de ces trois films est, en mon sens, très réussie. Ces trois histoires m'ont fait frissonner à l'écran et j'ai toujours beaucoup de plaisir à revoir ces films. Gotta believe me, David. Believe what? You're one of the undead, and I'm a werewolf. Tomorrow night's the full moon. You're gonna change. Cette compile est à présent terminée, je vous remercie de l'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes rendez-vous ciné. Je vous dis à bientôt et d'ici là, je vous souhaite de vous amuser devant des films qui vous plaisent.